Je m'appelle Rokhaya, je suis journaliste. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Ça me permet de lancer des discussions autour de sujets qui me tiennent à cœur, comme le racisme ordinaire. J'apprécie particulièrement Twitter, où chacun peut prendre la parole en postant des messages courts et accessibles à tous. On peut choisir d'utiliser sa véritable identité ou de masquer son nom derrière un pseudonyme. Tous les utilisateurs de Twitter, que l'on appelle les tweetos, peuvent ainsi s'interpeller et converser, même s'ils ne se connaissent pas. Mes prises de position me valent régulièrement des commentaires hostiles. Des propos plus ou moins agressifs auxquels j'ai pris l'habitude de ne plus répondre. Mais une nuit, j'ai reçu un tweet particulièrement menaçant. Il faut violer cette conne de Rokhaya. Comme ça, fini le racisme. Un appel public au viol contre ma personne pour me punir de mes prises de parole. Quelle violence! En y regardant de plus près, je ne suis pas la seule à être exposée à des propos si choquants. Sur Internet, les injures abondent. Les circoncis sont vraiment des ordures. Racisme, Pognoul. sexisme Espèce de féministe de... ou homophobie, ce sont des milliers de messages qui se répandent quotidiennement. Encore ces putains de musulmans. Un bon juif est un juif mort. Qu'est-ce qui alimente un tel déferlement? Peut-on dire n'importe quoi sur le net sans engager sa responsabilité? Comment faire pour stopper cette surenchère dans la haine? L'anonymat ne doit pas tout permettre. Je veux comprendre ce qui se cache derrière un tel déchaînement. Dans la rue, personne ne se permettrait de tels propos. Le monde virtuel est-il si différent du monde réel? Dominique Cardon est sociologue, spécialiste des usages d'Internet. Il décrypte l'influence des réseaux sur la libération de la parole. Je voudrais savoir si vous pensez que l'arrivée d'Internet a transformé les comportements. Oui, dans la prise de parole publique, dans les médias traditionnels, il y a une exigence très forte qui pèse sur la personne qui va parler. Cette exigence, c'est de se présenter, d'être responsable de ses propos, sans émotion, avec de l'argument. Du coup, ces conditions sont socialement discriminantes. Il y a des gens qui peuvent plus facilement parler en public que d'autres. Alors, ce qui se joue avec Internet, c'est qu'effectivement, on a transformé les conditions de la prise de parole publique en autorisant un relâchement de l'énonciation. Et on peut parler de façon anonyme. L'anonymat est une des conditions qui rend possible la désinhibition de la parole. Du coup, effectivement, ça permet de profiter du voile qu'offre l'anonymat pour proférer des propos injurieux, racistes, antisémites, délirants, de toutes les manières. Bonjour Rokhaya. Pour savoir si on peut porter plainte contre l'auteur d'un tweet injurieux, je consulte un avocat, Maître Grossman. Et dites-moi ce que vous avez reçu exactement. Je vais pas vous le dire, je vais vous le faire lire. Où j'ai reçu ça en fait? Alors, donc c'est un certain FLNM 93 qui vous dit « Il faut violer cette conne de Rokhaya, comme ça finit le racisme ». Bon, déjà, première analyse, cette conne, donc c'est une injure, il n'y a pas de débat. Et il faut violer, ça c'est une incitation à commettre une infraction sexuelle, en l'occurrence un viol. C'est une infraction très sévèrement sanctionnée par 45 000 € d'amende et 5 années d'emprisonnement. D'accord. Voilà, et même sur Twitter, ça change rien. Alors, absolument, le message a été reçu sur le fil public, le Twitter, on est bien d'accord. Oui. Ce n'était pas un message privé. Donc, nous sommes bien dans le cadre d'injures publiques et d'appels publics au viol. Ce que je suggère, c'est d'écrire d'ores et déjà au service de Twitter, puisque ce site internet indique que dans le cas de réception de messages
violent, pouvant entraîner des blessures graves, Twitter peut se montrer coopératif. Et en fonction de leur réponse, si on a l'identité, on pourra citer cette personne devant le tribunal correctionnel. Si on ne l'a pas, on pourra toujours dénoncer les faits au procureur de la République, bien sûr. Mais c'est possible qu'on ne le retrouve pas, en fait. Bien sûr. Si cette personne est un tant soit peu sachante en matière d'informatique et que le compte renvoie un autre compte et un autre compte, etc., et ainsi de suite, oui, il n'est pas forcément et nécessairement identifiable. On va le citer à comparaître. La justice s'applique donc à Internet comme au monde non virtuel. Je décide de porter plainte pour couper court au sentiment d'impunité qui semble régner sur les réseaux sociaux. Les premières victimes de la haine sur Internet sont les personnalités publiques. C'est d'ailleurs l'affaire Christiane Taubira qui révèle à l'opinion française que les réseaux sociaux peuvent être vecteurs du racisme. Une candidate du Front National aux élections municipales a publié sur son profil Facebook des photos comparant la ministre de la Justice à un singe. Une élue UMP a utilisé son image pour parodier la publicité Banania. Les auteurs de ces publications ont été exclus de leurs partis respectifs. Les attaques des internautes frappent l'ensemble de l'échiquier politique. D'autres hommes et femmes politiques subissent régulièrement des injures. C'est le cas de Christine Boutin, connue pour ses prises de position conservatrices. C'est parfois très violent, l'appel au meurtre, sur mon physique, sur ma famille, sur mes enfants. Tout ça, c'est excessivement dur. Est-ce que vous pouvez montrer quelques tweets que vous avez reçus? Oui, bien sûr. Voilà, si j'étais Christine Boutin, venait habiter près de chez moi, je ne lui demande rien à ce pauvre garçon. Je taguerais ses fenêtres d'insultes incestueuses. Bon. Vous ne répondez jamais? Oh non. Ça, j'allais à Saint-Nazaire, c'est pas trop méchant ça. Ça, voilà une photo, voilà, j'annonce la croissance. Bon, si ça leur fait plaisir. Là, voilà. Siège spécial Christine Boutin pour souffrir un peu des toilettes avec des punaises. Il y a même de la créativité dans tout ça. Bon, voilà, bon. Je ne déteste pas Christine Boutin, mais si elle prenait feu devant moi et qu'il se mettait à pleuvoir, je lui offrirais un parapluie. Donc je suis plutôt gentil. Voilà. Si vous trouvez ça gentil? Bon, oui, non, c'est pas... Je relis de la grosse connasse de Christine Boutin et j'ai envie de tuer tout le monde. Voilà. D'accord. Mais quand même... Ça ne vous affecte pas? Non. Si vous voulez, moi je suis chrétienne, et j'essaie de vivre ma foi et je leur pardonne. Je vais pas plus loin, mais c'est très violent. Aujourd'hui, ce serait difficile de ne pas voir dans Twitter un déversoir à haine, à fausses informations, etc. Alors ce n'est pas que ça, évidemment, mais c'est aussi ça. Contrairement à Christine Boutin, Audrey Pulvar n'accepte plus cette agressivité. Lasse de recevoir des messages violents, inquiétée par des menaces de mort, la journaliste, qui partageait volontiers ses coups de cœur sur Twitter, a renoncé à s'y exprimer. Je ne suis pas là pour être aimée, mais enfin quand même, je n'aime pas particulièrement être détestée non plus. Et sur Twitter, j'ai constaté ça aussi, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas toujours compte que quand ils s'expriment sur Twitter, ils parlent à la terre entière. À l'époque justement où je tweetais, j'ai souvent discuté avec des gens qui avaient des propos vraiment orduriers à mon sujet, et quand je prenais le temps de leur parler, je leur dis mais vous savez que je suis là et que je suis un être humain et que je lis ce que vous dites, je ne suis pas juste un concept ou une image ou une petite poupée dans laquelle on peut enfoncer des aiguilles. Donc s'il y a un problème, parlons-en, mais parlons-en différemment. Et souvent, j'avais en face de moi des gens qui me disaient mais je me rendais pas compte. Donc vous avez considéré à un moment donné que les désagréments liés à Twitter étaient plus nombreux que les autres? Le volume et l'intensité des attaques étaient pour moi intolérables. Les médias très interactifs comme Twitter sont assez peu adaptés aux personnalités. Auparavant, ce qu'on pouvait dire d'insultant, d'injurieux, d'admiratif, on ne l'envoyait jamais à la personne parce qu'on n'avait pas de moyen de l'accrocher. Et tout d'un coup, il y a ces focalisations de discours qui doivent être très éprouvants en fait, pour les personnalités.
dans lequel ils se prennent tout et n'importe quoi qui leur arrive dessus. Mais sans doute que c'est très peu représentatif de la réalité de l'effet qu'elle provoque, parce que ce qu'on voit, c'est les signaux extrêmes. Et ce qui est très frappant, c'est que dans ces systèmes d'insultes et d'injures, il y a une sorte de mimétisme de l'injure. C'est-à-dire si l'image de quelqu'un a été profanée par un, ça donne à d'autres le sentiment autorisé de pouvoir eux aussi jeter leur venin dans ces affaires. Mais les personnalités ne sont pas les seules à subir le harcèlement sur Internet. Cette jeune femme de 23 ans est connue sur Twitter sous le pseudonyme de Marlar. C'est une gameuse, une passionnée de jeux vidéo qui baigne au quotidien dans ce que l'on appelle la culture geek. Un jour, on lui signale l'article d'un magazine consacré à Lara Croft, l'héroïne bien connue des adeptes de jeux vidéo. Marlar est alors interpellée par la tonalité de cet article qui fait l'apologie des violences contre les femmes. Et le journaliste, en fait, se faisait tout un trip, une sorte de fantasme sur le fait qu'en gros, on allait pouvoir remettre Lara Croft, donc l'héroïne, à sa place, qu'elle allait se faire violenter, qu'elle allait subir des violences sexuelles, etc. Et ça le faisait vraiment triper. Il disait « Ah oui, moi je suis un pervers, ça me plaît, on va pouvoir remettre la bimbo à sa place, etc. » Bon, bref. Donc ça m'avait un peu énervé et donc j'avais écrit ça, voilà. Donc ça, c'est la couverture très très classe, tu vois, de l'époque. Voilà, Lara a vu le loup. Et donc j'avais mis des citations. Il faut malmener l'héroïne tant que peut être une actrice de gonzo SM, donc de porno. Marlar publie sur son blog un article très fouillé sur l'univers machiste des amateurs de jeux vidéo. Elle y dénonce les représentations sexistes, les violences misogynes et la difficulté pour les femmes d'être acceptées dans ce milieu. Son article connaît un succès retentissant sur la toile. Il est relayé au-delà de ses attentes. J'ai eu en fait pas mal de gameuses, donc des femmes qui m'ont écrit pour me dire merci d'avoir écrit ça, et qui m'ont écrit des mails fleuves pour m'écrire leur propre expérience du truc, donc leur propre témoignage. Et j'ai eu en fait pas mal de garçons qui m'ont écrit pour me dire ouais, mais j'y avais jamais pensé ou j'avais jamais fait attention. Enfin super, hein, ça fait chaud au cœur. Et puis tu as eu donc beaucoup de réactions négatives. J'aurais du mal à te donner un pourcentage en fait négatif positif, parce que c'est toujours tu vois, quand tu le prends de plein fouet, c'est toujours assez subjectif, et en plus t'as tendance forcément, une réaction négative, elle va te frapper beaucoup plus, elle va rester sur toi plus qu'un merci, c'est con, mais c'est comme ça, c'est humain. En plus, t'as plus d'inventivité dans la haine, souvent. Donc, voilà, ça c'est un type qui avait écrit sur Facebook, on devrait mettre un gros concombre dans le cul de Marlar. Si ça tenait qu'à moi, ces grosses dindes seraient déjà stérilisées, féministes de merde, toujours là pour trouver des poux n'importe où. Ok, t'es célibataire, lesbienne et moche, mais c'est pas une raison de nous péter des couilles bien viriles. Les détracteurs se déchaînent. Pendant 1 an, elle reçoit un flot incessant de terribles injures. Les réactions que j'ai eues, ça te bouffe, quoi. C'est-à-dire que je te dis dans ta tête qu'il y a des gens qui ont pris le temps de s'asseoir et d'écrire, en fait, de t'écrire pour t'expliquer à quel point tu étais méprisable, à quel point tu étais une personne vraiment pathétique, et à quel point ils te haïssent et qu'est-ce qu'ils voudraient te faire, en fait, si tu croisais. C'est quand même assez impressionnant à imaginer. Et donc, tu te couches là-dessus, tu te lèves le matin et tu regardes la dizaine de réactions que tu as eues pendant la nuit qui sont pareilles. Donc, c'est vraiment perpétuel. Certains là, sans arrêt, avec des gros pics. En plus, à un moment, donc, comme ça a fait du bruit, du coup, je suis allée, par exemple, sur Arrêt sur Image, etc., pour m'en parler. Ou dans des journaux, il y avait des photos. Donc, à un moment, on m'a vu. Donc là, on a eu un nouveau pic avec tout ce qui est les remarques sur le physique. Quand on voit sa gueule, on comprend pourquoi elle se sent défavorisée. En même temps, vu sa tronche, on comprend qu'elle n'ait pas été choisie comme modèle pour les héroïnes de jeux vidéo. En plus, du coup, au travail, t'en reçois encore dans tes mails, tu vois, donc t'envoies. Des fois, t'es super mal au travail, et des fois, tu vas dans la toilette pour pleurer au travail, parce que voilà. Et c'est un peu dur à expliquer à des gens qui ne le vivent pas, en fait, le côté vraiment permanent. Et la masse, c'est-à-dire que c'est toujours des gens différents. Ce serait 2-3 personnes, tu vois. Bon, tu dis, c'est des cons, c'est pas grave, mais le côté vraiment massif, la nuée. C'est du harcèlement. Oui, c'est ce qui fait le harcèlement, c'est la masse. Et à un moment, t'as l'impression que tu vas sortir et que les gens ils vont lancer des pierres, quoi. Que vraiment, ça devient un jeu, mais le but aussi, c'est de t'user, de te faire taire, parce que c'est ça, quoi. Marlar n'a pas abandonné sa passion. Elle se rend régulièrement dans un haut lieu de la culture geek. Salut! Bisous!
Hello tout le monde. Salut. On attend encore du monde, vous savez pas? Ses amis, très présents sur Internet, sont familiers du phénomène. Tous ont été marqués par l'épreuve que leur ami vient de traverser. La masse de messages qu'elle a reçus et la nature, comment vous les avez reçus à l'époque? Au début, ça me choquait. Au début, ça choque, c'est vrai. Alors, je sais aussi parce que c'est pas nous qui sommes touchés directement, mais on a tendance à prendre de la distance par rapport à ce qu'on voit. On en voit tellement, il y a une telle masse de messages. Vaut mieux prendre de la distance, je pense. J'espère que t'en prends. Ouais, mais c'est pas tellement un choix. Enfin, c'est ce que je dis. Tu t'habitues, mais clairement, on s'est tous habitués. De toute façon, c'est ce que tu dis. Hein. Toi aussi t'en prends, on en prend toutes. Et on s'est tous habitués quelque part à avoir va te prendre un coup de bite, etc. Mais quand même, c'est toujours nocif, quoi. C'est toujours toxique, ça fait toujours mal, quoi. Je pense que les réactions, elles sont si vives sur Internet déjà parce que les mots, ça n'a pas du tout le même impact quand tu as juste les mots et pas la voix avec. Je pense que pour avoir une conversation, pour débattre, il vaut mieux être face à face. Il faut entendre la voix pour moi et idéalement, il faut voir le visage parce que voilà. Je pense qu'il y en a aussi deux qui sont pas mal importants. C'est le phénomène de groupe, c'est-à-dire que si on va avoir 25 personnes qui vont insulter une personne, on se sent totalement légitime à le faire. Et le phénomène de surenchère, c'est-à-dire que lui, il trouve que t'as tort, l'autre va traiter de connasse, puis l'autre va en remettre une couche, etc. pour aller de plus en plus loin dans la violence des propos, quoi. C'est ça, quoi. Ça crée du lien social. J'ai vu des gens sympathiser sur le fait qu'ils me détestaient, ouais. J'ai vu ça arriver plusieurs fois. Ouais. Marlar est loin d'être la seule anonyme à avoir rencontré la haine sur Internet. D'autres ont subi un acharnement aussi gratuit qu'incompréhensible. L'un d'eux se trouve à Nîmes. Claude Mathieu est un père de famille dévoué qui profite de chaque instant passé aux côtés de ses enfants. On va le voir, oui. Oui. Il y a Iliane, 9 ans, et son frère aîné, Ryan. Alors, Riano. Fais voir mes mains. Hop là, ça va, elle a une belle figure quand même. T'as plus la fièvre? On dirait pas qu'il a 11 ans. On dirait pas qu'il a 11 ans. Tu donnes quel âge toi? 15 ans. 15 ans? Ouh là là. C'est un grand garçon. Donc en fait, il est atteint d'une maladie génétique rare qui s'appelle une leucodystrophie. C'est son système nerveux central qui se détruit en fait. Donc on s'en est aperçu à l'âge de 3 ans. Jusqu'à 3 ans, c'était un enfant tout à fait normal. La photo dans le cadre, c'est avant qu'il soit malade, en fait. On s'en est aperçu l'été, en fait, avant qu'il rentre à la maternelle, on s'est aperçu qu'il avait des gènes dans les jambes. Et après, il n'arrivait pas à monter les escaliers. Bon, de là, on l'a hospitalisé, puis on a attendu 6 mois. Il a été hospitalisé pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, il a perdu toutes ses capacités. Grimper, par exemple. Comment vous l'avez vécu, ça maladie? Oh, ça a été la terre qui s'écroule d'un coup, on se sent seul au monde. Ça a été très difficile à accepter. Oui. Qu'est-ce que tu dis à papa? Il est gâté de papa. Claude, dévoué à son fils malade, multiplie les absences et finit par perdre son emploi. Isolé face à la maladie rare de son enfant, il a voulu partager son expérience avec d'autres internautes. On a créé cette page parce que vu que c'est une maladie qui n'est pas trop connue, on s'est dit on veut témoigner de ce que vit notre enfant en fait. Et un jour, en épluchant les messages qu'on avait sur la page, on s'est aperçu qu'il y avait un message qui disait Ryan, il est grand temps d'aller rejoindre la lumière. Et sur le coup, on s'est dit ça doit être un gamin qui... Et 5 minutes après, un autre message qui dit « Ce qui est rare et cher, vous en avez de la chance, il doit avoir une cote monstre sur le réseau pédo. Je veux qu'il meure. Et oui, sa mère est arabe, son père est gros et Ryan est handicapé. J'ouvre la chasse à ces déchets de la société. » Voilà, donc ça a été ça pendant plus d'1 an. Vous en avez reçu combien là?
des centaines et des centaines et des centaines de messages. Mais vous avez compris quel était leur but? C'était me persécuter et c'était que je désactive la page Ryan El Malajira, en fait. Parce que pour eux, des pages comme ça n'ont pas lieu d'être sur le réseau social Facebook. L'imagination des harceleurs de Claude semble sans limite. Alors qu'il les traque un à un, ces derniers multiplient les messages orduriers à l'encontre de Ryan. Quand est-ce que ton gosse meurt dans d'horribles souffrances? Ça m'a beaucoup touché et même la haine, je veux dire, on a une certaine haine qui est à l'intérieur de nous. On se sent un peu impuissant parce que les gens sont derrière leurs écrans. Ça a eu un impact sur notre vie de famille. Je dormais presque plus. Donc j'ai déposé une plainte au tribunal de grande instance de Paris. Et vu que je portais plainte, ils se sont encore plus acharnés. Comment ils l'ont su que vous portiez plainte? C'est moi qui leur ai dit, je dépose plainte contre vous et je vais vous sortir de derrière vos ordinateurs. Elles ont été identifiées par la justice. J'ai reçu une lettre comme quoi une des personnes ne pouvait pas assister au jugement au tribunal parce qu'elle était enceinte. Et cette même personne souhaitait la mort de mon enfant. Talevana a été reconvoquée avec une personne du Pas-de-Calais. Donc c'était un garçon d'une vingtaine d'années, 25 ans. Et une jeune fille qui doit avoir 28-30 ans à peu près. Vous les avez rencontrés? Je les ai rencontrés. Qu'est-ce que ça vous avait fait? Ça m'a fait un bien terrible parce que je n'arrêtais pas de leur dire un jour je vous verrai entre quatre yeux et ce jour-là votre regard enverra si vous me regarderiez. Et c'est vrai qu'ils étaient mal à l'aise quand j'étais devant eux. Ils avaient le regard qui fuyait. Ils n'ont pas été, pour moi, ils n'ont pas été sanctionnés comme il aurait fallu qu'ils soient. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme sanction? Ils ont eu des travaux d'intérêt généraux auprès de leur commune. Donc on n'a pas reconnu votre préjudice? C'est pour ça que je vous dis, pour moi, ça n'a pas été vraiment un jugement équitable. De retour à Paris, je reçois un message de mon avocat. Twitter a refusé sa requête. Pour l'entreprise américaine, il n'est pas question de révéler l'identité d'un utilisateur sans contrainte judiciaire. Et ce, quels que soient ses propos. Pour forcer Twitter à coopérer, Maître Grossman me propose de dénoncer ce refus auprès du procureur de la République. Quelques semaines plus tard, grâce à l'insistance de mon avocat, le procureur s'autosaisit et déclenche une enquête. C'est l'autorité publique, et pour le coup, qui a été assez vite, donc on les en remercie vraiment, qui a sollicité Twitter, et là, Twitter a révélé le nom de l'auteur. Donc nous savons qui c'est. Donc c'est un jeune homme qui a 23 ans, qui est travailleur handicapé, il a des troubles du langage, mais bon, voilà, qui est manifestement entouré, puisqu'il ressort du dossier qu'il a une maman, qu'il a une sœur, qu'il a un travail. Et c'est pas du tout quelqu'un qui a des antécédents, on sait pas? Non, il n'a aucun antécédent. D'accord, donc c'est quelqu'un qui brutalement a décidé de... D'accord, un jeune homme... Et qu'est-ce qui va se passer alors maintenant? Alors ce jeune homme a été entendu par les services de police, les officiers de police judiciaire. Il a reconnu les faits intégralement en expliquant donc qu'il voulait faire de la provocation et qu'on parle de lui. Alors ce monsieur, maintenant qu'il a été entendu, va être renvoyé, devant le tribunal correctionnel, la 17e chambre, donc qui est la chambre... la section presse donc, du tribunal de grande instance de Paris, pour être jugé des faits d'injure, parce que nous n'oublions pas, c'est cette conne de Rokhaya qu'il faut violer, et d'incitation au viol. D'accord. Voilà. Je ne suis pas la première à engager un bras de fer avec Twitter. Bien avant que je ne porte plainte, une autre affaire a fait beaucoup de bruit.
Sur Twitter, il est possible de lancer des sujets de conversation à partir de mots-clés que l'on appelle hashtags. Un jour de 2012, le hashtag Un bon juif a fait son apparition, attirant l'attention de plusieurs associations antiracistes. Parmi elles, l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, dont le président Jonathan Ayoun garde un souvenir vif de la bataille menée contre Twitter. Et donc là, on voit apparaître le hashtag Un bon juif, et on remarque que la discussion, en réalité, n'est juste qu'un appel au meurtre, un concours d'antisémitisme, puisque un bon juif a un goût de cramé, un bon juif torture 6 Palestiniens tous les matins, un bon juif, en vérité, c'est ça. Un bon juif ressemble à un tas de cendres, et un bon juif est un juif mort. La phrase clé, la phrase choc, qui va être relayée un nombre de fois qui dépasse les centaines. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tweeté avec leur identité visible? Ils ont tous des pseudos, quand même. Il y a eu quand même des identités visibles, mais les principaux agitateurs le font à partir de pseudos. Donc, on vous signale ces tweets antisémites. Qu'est-ce que vous faites? On décide de contacter Twitter. On se rend compte qu'ils sont à San Francisco et qu'ils n'ont pas de représentants ici en France. Alors on contacte aux États-Unis. On pensait qu'ils allaient prendre la mesure du racisme et de l'antisémitisme dans notre pays. Et on s'est rendu compte lors de la conversation téléphonique qu'ils avaient les yeux rivés sur la loi californienne et qu'ils n'avaient que faire de notre manière de réprimer la lutte contre le racisme. Donc la loi californienne dit quoi exactement? Liberté d'expression illimitée. À partir du moment où une personne n'est pas menacée physiquement, personnellement, pour eux, quand on stigmatise, quand on s'attaque à une communauté, à une population, on ne les met pas en danger. Et à ce moment-là, on se dit qu'en fait, nous n'avons pas d'interlocuteur. Et nous saisissons la justice. En France? En France, pour faire condamner Twitter. Et donc, à ce moment-là, Twitter nous fait une proposition qu'il considère comme sans précédent, puisque Twitter propose de retirer les tweets antisémites les plus violents. Twitter leur propose alors de faire le ménage sur son réseau. Mais seules les associations peuvent les interpeller directement, pas les simples internautes. Mais il fallait éviter de tomber dans un piège tendu par les Américains, qui pourrait paraître séduisant, celui d'obtenir un statut d'alerteur privilégié. En gros, de proposer à quelques associations de devenir les éboueurs du net et par un lien privilégié de complicité avec Twitter, pourrait obtenir à n'importe quel moment le retrait d'un tweet. L'affaire Un bon juif faisant les gros titres des journaux, la responsabilité de Twitter est publiquement mise en cause. La pression médiatique est telle que l'entreprise est contrainte de révéler l'identité des auteurs. Bientôt, ils comparaîtront devant la justice. Entre la France et les États-Unis, ce sont deux conceptions de la liberté d'expression qui s'affrontent. Internet, c'est né aux États-Unis. Il ne faut jamais oublier que du coup, c'est né dans un contexte politico-culturel qui est très particulier et qui est organisé autour de cette chose qui est centrale dans la culture politique américaine, qui est celui d'une liberté absolue d'expression sur tous les sujets et protégée par le premier amendement de la Constitution américaine. Et que du coup, on hérite, avec tous les débats sur Internet, on hérite de cette question. C'est vrai que c'est un arbitrage entre libérer les conditions de la prise de parole pour la démocratiser, et puis prendre le risque que dans cette libération de la parole interviennent aussi des éléments qu'on n'aurait pas souhaité voir et dont on préférerait remettre le couvercle en réimposant des formes autorisées, officielles et du coup non anonymes de la parole publique. Déterminer ce qui relève de la liberté d'expression ou non, c'est un difficile arbitrage auquel sont confrontés celles et ceux qui tentent de lutter contre la multiplication des messages haineux. Le débat sur le mariage pour tous a généré des milliers de commentaires homophobes sur Internet. Pour lutter contre ce fléau, Jérémy Alliot a mis ses compétences au service de SOS Homophobie. D'être exposé comme ça à tant d'homophobie, c'est pas forcément toujours évident. Il y a souvent des hauts et des bas, c'est-à-dire que des fois on a vraiment envie de se battre, de faire en sorte de bouger les choses, d'être impliqué à fond. Il y a d'autres fois où c'est assez pesant. Il y a vraiment beaucoup de haine pour quelque chose qui nous semble tellement incroyable. Vous croyez que je vais en prison si je mets team homophobe ou on va te signer comme un gay entêté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévenir Twitter. Pour signaler un tweet, Jérémy doit remplir un long formulaire.
Donc cet utilisateur tient des propos vraiment offensants mais ne m'envoie pas de réponse. Avez-vous déjà bloqué la personne? Non. Quand cela a-t-il commencé? La description du problème. Donc il semble que ces propos homophobes dépassent les limites de la liberté d'expression encadrée par la loi du 29 juillet 1881. La loi de 1881 sur la liberté de la presse régit aussi la liberté d'expression sur Internet. Elle y interdit les injures et incitations criminelles. Donc on envoie. Donc après, il n'est pas dit qu'il sera supprimé, c'est au bon vouloir de Twitter. Ce qu'on arrive à avoir fréquemment, c'est à obtenir le fait que le tweet soit bloqué depuis la France, c'est-à-dire non visible en France, mais visible partout dans le monde. Donc c'est une petite victoire, mais une victoire quand même. Tous les mois, Jérémy se réunit avec d'autres militants de SOS Homophobie pour traquer les propos homophobes publiés sur le net. Et là, attends, j'accepte. Salut! Je suis filmé, en train d'être filmé par une caméra. Ouais, c'est beau, hein. Je vais peut-être t'embêter pour le code Wi-Fi. Ce soir, ils seront 4, avec Anthony, Loïc et Étienne, connectés depuis le Canada, pour identifier les propos qui contreviennent à la loi. D'accord. Vraiment, à Barcelone, c'est une ville remplie de gays. Il y en a dans toutes les rues, ça m'énerve ça. Surtout que moi, team homophobe for life. Le tweet ne tombe pas pour moi sous la loi de 1881. Ah, on est limite là. On est limite. Une invitation qui est le fait qu'il y ait des homosexuels dans tous les coins de Barcelone. Ce qui est probablement impossible à prouver. C'est limite. Très bien. Donc ça, je signerai. Alors, j'en ai un, par contre, là. Donc le tweet, c'est « Je suis pas homophobe, mais je les exterminerai bien tous un par un avec une machette préalablement bien aiguisée. » Là, c'est un appel clair à la haine. On est d'accord. Et à la violence même. Et c'est surtout manifestement homophobe, il n'y a pas de doute qu'on peut avoir, alors que le précédent tweet, on pouvait avoir... Enfin, c'était borderline. Là, on est d'accord que c'est manifestement illicite. Oui. Moi, c'est très clairement illicite. Il dit « Je les exterminerai bien tous un par un avec une machette préalablement bien aiguisée. » Oui. C'est quand même un appel au meurtre. Enfin, en tout cas... Ouais. Un appel au meurtre. Donc ce tweet a été signalé à Twitter et malheureusement il n'a pas été supprimé. On a relancé par 2 fois Twitter et à chaque fois on a reçu la même réponse automatique nous disant que ce tweet n'enfreignait pas les règles de Twitter. Twitter ne veut absolument pas censurer, entre guillemets, de tweets sur sa plateforme. Donc ils font tout pour éviter cela. S'ils commencent en fait à supprimer des propos, derrière il y a des ressources humaines à déployer. Et ça, bien sûr, Twitter n'a pas envie de dépenser de l'argent pour traiter nos signalements. La France est championne du monde des demandes de suppression de tweets. 87% de ces demandes émanaient de notre pays en 2013. Alors que les Français représentent moins de 1% de la population mondiale. Pourtant, les propos haineux n'ont pas disparu du web français. La censure est-elle vraiment la solution ? La Quadrature du Net est une association de défense des droits des citoyens sur Internet très attachée à la liberté d'expression. À mon sens, les associations de lutte contre les discriminations qui ont eu leurs heures de gloire dans les années 80, qui ont eu des belles victoires et qui ont vraiment fait avancer les choses à cette époque, je pense qu'elles sont parties du mauvais pied avec Internet. En poursuivant cette voie répressive, en ne faisant pas attention aux conséquences qu'impliquaient les recommandations, et notamment la censure privée par exemple. Twitter, c'est une entreprise privée qui n'a pas du tout les compétences ni la vocation à jouer le rôle de juge et à déterminer si telle ou telle expression, tel ou tel tweet relève ou non de ce qui est légal ou de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, ce sont bien des juges qui vont se prononcer lors de l'audience. Bonjour. Ça va ? Très bien, merci. Parfait. Bon, alors, c'est un peu étrange de se retrouver là. Bien sûr. À la fois, je suis impatiente d'entendre ce qui va se passer, et en même temps de mettre un visage sur ce pseudo, c'est troublant. C'est vraiment troublant. C'est jamais anodin pour les victimes d'être face à leur agresseur.
j'aperçois pour la première fois mon agresseur en grande conversation avec son avocate. Dans quelques minutes, il devra rendre compte de ses propos devant le tribunal. L'audience est longue et éprouvante. Pendant les échanges, je suis frappée par le profil de mon agresseur. Un homme introverti, intimidé par la cour et qui ose à peine me regarder. Un Français lambda, comme on peut en croiser des centaines dans la rue. Cela ne me rassure pas. Je ne comprends pas comment cet homme à l'air si inoffensif a pu me menacer de viol. Son avocate elle-même ne semble pas bien saisir les motivations de son client. Est-ce qu'au moment où il a écrit ces moins de 100 caractères, il aurait pu imaginer de telles conséquences? Je pense qu'il n'en avait absolument pas conscience. Parce que c'est sans doute une personne qui est solitaire, qui a peu d'entourage amical, un entourage familial certes, mais voilà, qui se retrouve face à... Oui. Vous pensez qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a fait? Non, je ne pense pas, mais voilà. La procureure a requis une amende de 1 000 €. Le verdict sera prononcé dans 1 mois. C'est la police qui a mené l'investigation ayant permis d'identifier mon agresseur. Face à la recrudescence des propos haineux sur le net, le gouvernement a créé en 2009 une unité dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. Comment procède-t-il pour démasquer les auteurs de délits commis sur Internet ? Le commandant Jean-Yves Lebeau chapeaute le travail de ces cyber-enquêteurs. Donc la plateforme Pharos est ici. La plateforme Pharos, c'est l'unité qui traite les signalements qui sont envoyés par le public et par des professionnels sur internet-signalement.gouv.fr. Oui, il y a l'adresse ici. Il y a l'adresse ici. C'est un site de signalement de tous les contenus illicites de l'Internet, que ce soit des escroqueries, de la pédopornographie, de l'incitation à la haine, des contrefaçons, du terrorisme, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un signale un contenu sur cette plateforme, tout arrive ici en fait? Absolument, c'est un point d'entrée unique. Donc là, vous avez à l'écran le site de signalement. Donc c'est le début de la vie d'un signalement, entre guillemets. Donc vous avez là à l'écran ce qui était sur un forum. On a fait un travail assez classique, techniquement, de recherche auprès de l'hébergeur et puis ensuite une démarche auprès des fournisseurs d'accès à Internet. Et à partir de ce moment-là, on passe la main. En l'occurrence, nos collègues ont reçu notre dossier et sont allés entendre cette personne pour qu'elle s'explique sur ses faits. Et puis, au cas par cas, après, il peut y avoir une perquisition, voire, si nécessaire, une garde à vue. Non. Alors, sinon, au niveau des... T'es de permanence cette semaine ou t'es sur les enquêtes T'es sur les enquêtes de fond. On a combien de signalements là dans l'espace de réception? 3600. Ah, grosse semaine, 3600. Cette année, Pharos a traité 153 000 signalements. Mais face aux 40 millions d'internautes, les ressources de la brigade, composée seulement de 12 policiers, semblent bien limitées. Les moyens de la République ne suffisent pas à lutter contre la haine sur Internet. D'autres acteurs, privés, sont autrement mieux dotés. Cette société est employée par des médias pour effacer les commentaires injurieux sur leur site. C'est ce qu'on appelle la modération. Là, on va entrer dans la tour de contrôle de Nettino, une des tours. C'est un endroit dans lequel on contrôle tout ce qui se dit sur les espaces de dialogue que l'on modère. Il faut savoir qu'on a plus de 150 modérateurs qui sont répartis un petit peu partout. Si un message est posté sur un site de médias pour lequel on travaille là, dans la seconde qui vient, il va apparaître sur nos écrans. Nettino travaille pour de grands médias tels que Le Monde, France Télévisions ou L'Express. Contrairement aux réseaux sociaux, ils sont éditeurs et de ce fait légalement responsables des contenus publiés sur leur site. Leurs articles peuvent être commentés par les lecteurs. Pour éviter les débordements, le rôle des modérateurs est d'éplucher tous ces commentaires pour supprimer les plus virulents.
Là, ça vous donne une courbe un peu sur un titre de presse grand public, de l'évolution qu'on peut avoir d'un mois à l'autre. Avril correspond au pic du mariage pour tous, grosso modo, avec un certain nombre de messages et un pic également dans le taux de messages retirés qui sont en rouge, qui est moins marqué que ce qu'on peut voir en octobre, par exemple, où on est à peu près sur le même pic de nombre de messages. Mais par contre, là, on est plutôt sur l'affaire Leonarda, avec un nombre de messages retirés bien supérieur. Alors, est-ce que donc vous avez le sentiment qu'il y a des groupes de personnes qui sont particulièrement visées? Oui, ce qui est plus flagrant, c'est les Roms, à nouveau. On sait que vous pouvez prendre un commentaire sur les Roms, le plus virulent que vous pouvez, personne ne viendra les défendre. C'est un fait. Vous pouvez avoir des messages antisémites, des messages anti-communauté noire, anti-communauté arabe, homophobes. Il y aura toujours des pour, des contre et des gens qui viendront défendre la minorité opprimée. Quand il s'agit de Roms, il n'y a quasiment pas de défense. T'as changé un peu le truc ou non? C'est resté? Ouais. Bof pour un bougnoul, voilà, d'accord. On a quelques exemples de commentaires qui sont prédétectés par l'outil comme potentiellement racistes et que le modérateur va revalider derrière pour savoir si c'est réellement raciste ou pas. Bougnoul, c'est clairement quelque chose qu'il faut enlever dans 99,9% des cas. Maghrébin, hélas, c'est un mot à risque. Quand il est utilisé dans un mot, dans un commentaire, généralement, il y a un propos qui dérape derrière. Pas 100% des cas, mais généralement. Donc il y a une batterie de mots-clés comme ça qui sont analysés. Il y a en permanence la recherche des mots-clés que le modérateur n'est pas censé détecter ou surtout que l'outil n'est pas censé détecter. Parce que beaucoup pensent encore, et tant mieux pour nous, qu'il s'agit uniquement de robots. Et donc si on arrive à trouver des messages sans mots-clés, le message va rester en ligne des heures et des journées. De nouvelles expressions apparaissent pour masquer des commentaires racistes. On a ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui comme encore un Suédois très cernement avec un couteau ou encore pire, quelque part, parce qu'il n'y a même pas le mot couteau, des touristes norvégiens ou suédois. Quand vous lisez ça hors contexte, ça pose absolument aucun problème. Sauf qu'on sait que beaucoup de gens très à droite utilisent ces termes de norvégien, de suédois pour qualifier l'immigration. C'est un peu tout le profil opposé qu'on peut imaginer. Avant, on parlait d'Auvergnat, en faisant référence à la petite phrase de Brice Hortefeux. Et on est passé au norvégien et au suédois. Donc ça, nous, on le sait, et on identifie ces mots-clés comme des mots-clés à risque qui justifient un traitement prioritaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des groupes proches de l'extrême droite qui s'organisent justement pour occuper l'espace des commentaires? Alors très clairement, on sait qu'il y a des groupuscules qui sont présents dans les médias et qui s'organisent pour préempter un fait divers ou un article et essayer d'infuser leurs idées, et notamment, comme ils le disent eux-mêmes, essayer de réveiller les consciences nationales. Alors souvent avec des faux arguments, on va prétendre que tel individu est maghrébin et que c'est lui qui a fait le coup, qui a volé la banque ou qui est à l'origine du fait divers. Que ça soit vrai ou pas, peu importe, on sait que du coup ça va cristalliser le débat sur non plus le fait divers en question, mais l'immigration, un sujet beaucoup plus large sur lequel eux essayent après de donner leur opinion. Si la plupart des commentaires sont isolés, des groupes s'organisent pour orienter le débat et infuser leurs idées en attisant la haine. Internet a offert un espace d'expression inespéré aux idées les plus extrémistes. Des groupes focalisent leurs publications sur des thèmes comme l'immigration ou l'islam, qui suscitent des commentaires souvent racistes. Le Bloc identitaire, mouvement politique d'extrême droite, dispose même de sa propre agence de presse, Novopresse. C'est Fabrice Robert, président du Bloc identitaire, qui alimente ce site. Par rapport à Novopresse, quand je dis Novo c'est refaire l'information, c'est réinformer. Voilà, c'est face aux médias classiques, face à la voix officielle de l'État. Aujourd'hui, il y a des médias qui réinforment, qui décryptent le discours dominant et qui proposent une autre vision des choses. Donc on a recruté des bénévoles, des militants bénévoles qui trouvent l'information, qui la publient. Donc il y a les consignes qui ont été données, bien sûr, tant au niveau de la ligne éditoriale, bien sûr, et du type de contenu qu'on veut diffuser, mettre en avant. Le contenu est ensuite relayé sur le compte Facebook de Novopresse et sur le compte Twitter de Novopresse. Et regardez, ce qui est intéressant, ce qu'on a mis sur Novopresse aussi, on peut bien sûr diffuser. Hein. Dès qu'il y a un article qui est intéressant, on peut le retweeter. Il y a les boutons là. On peut aujourd'hui vraiment relayer un article de manière exponentielle. Là où aujourd'hui, Novopresse, c'est entre 500 et 600 000 visiteurs uniques par mois, ce qui fait un peu plus d'1,5 million de pages vues par mois. Donc on a une capacité, une force d'impact qui est assez importante quand même. 1 500 000 pages vues pour une organisation qui ne compte que 3 000 adhérents.
Notre logique aujourd'hui, c'est, je vous dis, une logique de combat culturel, faire avancer nos idées, injecter un petit peu nos idées dans le champ politique, dans le débat politique français. Quand on voit Jean-François Copé, il y a 1 an et demi, qui en pleine campagne interne à l'UMP, découvre le racisme anti-blanc. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on en parle, on est les premiers à en avoir parlé en France. Et donc, quand on voit maintenant des politiques comme Jean-François Copé qui reprennent nos concepts, pour nous, c'est une victoire sémantique. Voilà. Et donc, nous, oui, on est un petit mouvement par rapport à des gros partis comme l'UMP, par exemple, mais on a, grâce au réseau et grâce à notre imagination et notre savoir-faire, on réussit à faire passer nos idées et on réussit à jouer un rôle dans le débat politique français. Les expressions de l'extrême droite sur Internet sont diverses. Leur présence leur permet d'exercer une véritable pression sur les individus qu'ils traquent. Alain Soral est une autre figure du web réactionnaire. Il a orchestré une véritable campagne à l'encontre d'un journaliste. Qu'est-ce que la laïcité à la française? Réponse en images recueillies dans les couloirs de l'Assemblée par Camille. Frédéric Aziza a fait les frais de l'influence d'Alain Soral sur Internet. Il y a 15 mois, 16 mois, en novembre 2012, on m'a sollicité, l'attaché de presse d'Alain Soral m'a sollicité pour que je l'invite sur ce plateau, ce même plateau de la chaîne parlementaire suite à la sortie de son dernier livre. J'ai feuilleté le livre, je connaissais un peu le personnage et c'est un livre qui diffuse des messages de haine, de violence raciste, antisémite, xénophobe, homophobe contre les femmes. Et donc j'ai dit à l'attaché de presse, je suis pour la liberté d'expression, mais il est hors de question que j'invite sur mon plateau des gens qui diffusent de tels messages. Et j'ai précisé, en plus, Alain Soral diffuse des messages qui sont ceux qui ont envoyé mon grand-père, de ceux qui ont envoyé mon grand-père à Auschwitz, où il est mort en 1942. Donc s'en est suivi ensuite une campagne de haine, une campagne antisémite sur le net, et c'est comme ça que ça a commencé. En guise de représailles, Alain Soral accuse Frédéric Aziza de tribalisme parce qu'il travaille pour une radio juive. Il lance même une pétition pour demander son renvoi de la chaîne LCP. Et Soral ne s'arrête pas là. Sur son site, il se filme attaquant le journaliste en parodiant grossièrement une chanson de Daniel Balavoine. Aziza, ton étoile jaune, c'est ta peau. Tu n'as pas le choix. Ne la porte. Il va même plus loin en remettant en cause l'histoire familiale du journaliste. Il me semble en outre très difficile d'inviter un antisémite sur le plateau de mon émission en souvenir de mon grand-père assassiné à Auschwitz. J'aimerais bien que certains s'amusent, moi j'ai pas que ça à foutre, à chercher dans le CV de M. Aziza s'il a bien un grand-père qui est mort à Auschwitz. Je pense que c'est encore une escroquerie. Ce qu'on appelle comme il y a des escroqueries à l'assurance, il y a aussi des escroqueries à la Shoah, c'est de plus en plus fréquent. Qu'on me traite de con, ça me pose aucun problème. Mais dire que je suis un escroc à la Shoah, que j'ai menti sur la mort de mon grand-père à Auschwitz pour apitoyer les gens, ça non. Les messages se font de plus en plus menaçants. Et cet été, l'été dernier, je reçois un tweet « Au fait, comment va ton fils ?» Et là, après des menaces que j'avais eues sur Internet, là, je me suis dit, ça suffit, il faut que je réponde. Et c'est pour ça que je me suis mis à l'écriture de ce livre. Frédéric Aziza a également saisi la justice. Aujourd'hui, je me rends pour la dernière fois au tribunal pour connaître la conclusion de mon affaire. Bonjour, très bien, merci à vous. Allons-y. Oui, je vous suis. Cette fois-ci, le prévenu ne s'est pas déplacé. La décision tombe rapidement. Ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est vraiment... Le tribunal a été vraiment intransigeant, finalement. Le tribunal a été beaucoup plus loin que les réquisitions de la procureure, puisqu'il a prononcé 2 000 € d'amende. Donc il a doublé les réquisitions de la procureure et il l'a condamné à une amende et à des dommages et intérêts donc pour chacun des délits, et l'injure et la provocation à la haine. Donc, voilà, vraiment une vraie condamnation de la part de la République. J'ai atteint mon but. Mais que représente cette seule condamnation sur la centaine de milliers de propos qui foisonnent sur Internet ? J'ai conscience de mon privilège. J'ai eu la chance de pouvoir solliciter les conseils d'un avocat et donner de la visibilité à l'affaire qui me concernait. Et pourtant, je sais que la justice ne pourra pas défendre chaque personne qui, comme moi, sera confrontée à des internautes haineux.
La réponse judiciaire est-elle la plus adaptée ? À mon sens, il faudrait avoir une utilisation plus raisonnée, disons, de la voie judiciaire. C'est pas juste dans les plaidoiries et dans les prisons que se combat l'intolérance et la haine. Le vrai travail, c'est la pédagogie, c'est l'explication, c'est le rappel de l'histoire. Et c'est par le discours qu'on peut changer les esprits. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin, c'est de ça dont a besoin la société française, c'est qu'on montre qu'il y a tout un tas de citoyens qui en ont marre de ce climat d'intolérance et de ces discours de haine. Il ne s'agit pas juste de lutter contre le racisme sur Internet, mais de lutter contre le racisme par Internet. C'est la meilleure des réponses à apporter et c'est le meilleur réconfort qu'on puisse aussi donner aux personnes qui en sont victimes. Finalement, Internet n'est que le miroir déformant des tensions qui traversent notre société. Interdire l'expression de la haine ne la fera pas disparaître. C'est au quotidien que nous devons combattre ces idées qui minent le vivre ensemble.